Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'Instant Eric, votre nouveau podcast co-diffusé avec Radio Mérignac. Je remercie les amis de Radio Mérignac qui ont accepté que nous co-diffusions ce nouveau podcast. Alors, nous sommes dans un lieu vivant, un lieu emblématique de Mérignac, puisque je reçois un auteur mérignacais emblématique aussi, on le verra juste après. C'est Rémi Coquuel. Bonjour Rémi Coquuel. Bonjour. Alors, vous avez sorti un 4e roman qui s'appelle Colmater la fuite, après Rouge de Mars, après La République et après Fin 70. Donc, de quoi parle votre nouveau roman ? Moi, je crois savoir qu'il y a une histoire de municipal. Disons que le personnage principal du roman est un maire d'une commune, une commune qui n'existe pas, commune de 58 000 habitants. Et l'histoire autour de ce personnage principal est celle d'un maire qui, chemin faisant, commence à avoir une certaine lassitude, voire même un peu plus, puisque il va un beau jour abandonner ses fonctions de façon très radicale, si je puis dire, et partir. Ça me rappelle un peu une histoire en Gironde à Saint-Sied-d'Abzac. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Évidemment, mon roman n'est pas du tout en lien direct, puisque je l'ai écrit... un peu avant. Il est sorti il y a un peu avant, et surtout il a été écrit il y a déjà quelques mois. Mais autour de ce personnage, il y a d'autres personnages, bien sûr, mais deux autres personnages qui vont venir se greffer au fil de l'histoire autour de lui et de son aventure. Et voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais... Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? Parce qu'on sait très bien que ça va être la période des municipales. Et comme vous faites souvent des romans qui ont lien avec les élections, par exemple La République, c'est pour ça que vous avez eu l'idée de ce roman ? Disons que c'est pas en lien avec les élections municipales futures. En revanche, c'est vrai que c'est un milieu et un domaine que je connais un petit peu. Ce qui m'intéressait dans l'écriture de ce roman, c'est de raconter la conversion d'un personnage public, même si c'est une ville moyenne, mais ça reste un personnage public, la conversion vers quelque chose de très personnel, de très différent, jusqu'à donc abandonner ses fonctions et sa vie, quelque part, qui était forcément très, très importante pour lui, et l'investissement qui était le sien, comme je le disais tout à l'heure, la rencontre avec d'autres personnes qui sont très différentes de lui. C'est une histoire de vie qui est singulièrement différente de ce que j'avais écrit jusqu'à présent. Alors, il y a quelques similitudes avec La République que vous avez citée tout à l'heure, puisque, en effet, La République, l'arrière-fond, c'est de la politique, mais là, au niveau présidentiel. Là, ce dont il est question, c'est... De la politique locale. Voilà, la politique locale. Mais une fois encore, une histoire très, très différente et sur un ton et avec une tonalité qui se veut parfois loufoque, en tout cas cocasse et drôle. Oui, vous avez toujours un style très humoristique. Et donc, sans trop révéler l'intrigue, ce maire a donc une lassitude et va abandonner son mandat, vous nous disiez. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec actuellement les maires qui veulent justement abandonner leur mandat ou ne pas se représenter parce qu'il y a une certaine lassitude ? Disons que, je l'évoquais très, très rapidement, lui c'est extrêmement radical. Son départ, sa fuite, pour le coup, c'est motivé par une succession d'événements et de faits qui le conduisent à prendre une décision qu'il n'avait absolument pas anticipée d'ailleurs. Mais vous évoquez ce sujet qui est un vrai sujet, un vrai sujet de société. La fonction de maire est une fonction de plus en plus difficile, il faut le reconnaître. Il y a des enquêtes qui paraissent ou qui sont parues sur
les intentions pour les maires en place de se représenter au municipal. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez impressionnant aujourd'hui le pourcentage de maires qui ne se représenteront pas, en particulier dans les petites communes. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est que je connais bien cette fonction et à Mérignac, évidemment, puisque j'ai été élu, il y a forcément des similitudes, quelle que soit la taille de la commune, dans les fonctions de maire, mais il y a de grosses différences, en réalité, entre un maire qui va être un maire d'une commune rurale versus un maire d'une grande ville, voire d'une métropole. Oui, un maire d'une commune rurale, on peut dire les différences, il va tout faire. Il Voilà. va faire le secrétariat, il va faire vous avez raison. l'employé, Vous avez raison. Déjà, en termes d'administration, ça n'a strictement aucune commune mesure. En effet, les maires des petites communes ne sont pas dotés des administrations dont peuvent bénéficier les villes moyennes et a fortiori les grandes villes. Donc il est beaucoup plus dans l'obligation de gérer un certain nombre de choses, avec, il faut aussi le rappeler, un contexte normatif, réglementaire, administratif qui est de plus en plus lourd et qui, pour des personnes qui ne disposent pas, des maires qui ne disposent pas des services et des compétences que peuvent avoir les fonctionnaires municipaux, c'est en effet de plus en plus difficile, sans compter, j'en termine par là, l'exigence accrue des citoyens, qui parfois est motivée ou fondée, mais qui parfois est aussi excessive. On y reviendra dessus tout à l'heure. Alors, Jean-Sébastien Mogam, justement, le héros de ce livre, Jean-Seb, donc, il est au niveau de l'administratif, il a une équipe autour de lui, je suppose. Oui, puisque je disais tout à l'heure, il est à la tête d'une ville de 58 000 habitants, donc il dispose en effet des services, de l'intégralité des services qui peuvent lui permettre de gérer sa commune comme il se doit. Après, il a une personnalité qui est, on y reviendra peut-être, mais qui est celle d'un maire qui est très exigeant, avec à la fois ses adjoints ou les conseillers municipaux, mais aussi avec les services. Et ça se traduit, on le voit à une ou deux reprises dans le roman, par des scènes avec certains de ses collaborateurs ou certains de ses adjoints, des scènes qui sont assez... que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire d'ailleurs, mais qui sont assez révélatrices. Oui. Alors je suppose que même si c'est un maire d'une commune imaginaire, vous êtes dans une ville où, bien sûr, l'ancien maire, et on aura une pensée pour lui, Alain Anziani est décédé, mais était justement très exigeant avec ses collaborateurs et très exigeant avec son opposition aussi. Alors, est-ce que vous l'avez pris comme modèle ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le personnage, bien sûr, il est inventé. Et il n'a pas du tout vocation à ressembler à qui que ce soit, ni à Alain Anziani, ni personne d'autre. En même temps, quand on écrit, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire au cours de précédentes interviews, notamment à l'occasion de mon précédent roman, mais quand on écrit, on ne peut pas s'empêcher, c'est naturel, de s'inspirer de choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on vit. Et dans ce domaine, puisqu'on parle du mandat de maire, forcément, il y a des choses que j'ai connues, que j'ai fréquentées, des traits de caractère ou des... Alain Anziani en particulier. Voilà. Donc, oui, on disait tout à l'heure donc, que malheureusement, il était décédé cet été, justement. Vous n'avez pas réagi encore à ce décès, puisque je ne vous ai pas eu sur l'antenne jusqu'à présent. Alors justement, je vais vous demander un petit mot de réaction. Alain Anziani était quelqu'un, alors je vais rien dire d'exceptionnel, parce que ce que je vais dire, en fait, beaucoup de personnes l'ont dit. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, je peux même dire d'estime, qui avait une personnalité qui dépassait, en fait, vous disiez qu'il était exigeant, c'est vrai, mais sa personnalité dépassait en fait largement ce que peut et ce que doit être un maire. Je m'explique. Il avait une conscience de l'autre et un goût de l'autre, y compris, puisque moi j'étais dans l'opposition quand j'étais élu, et notamment leader de l'opposition municipale entre 2015 et 2020. On a toujours eu exercé
notre façon de concevoir, lui évidemment son mandat de maire et moi ma fonction d'opposant municipal avec ce respect précisément de l'autre. Il m'en a tenu gré. Et moi je lui ai tenu gré de sa façon, même si parfois c'était forcément c'est le jeu. Parfois il y avait quelques pics qui fusaient ça et là. Mais il avait une hauteur de vue et une considération pour l'autre que j'ai toujours trouvé remarquable. C'est donc une grande perte. Il a été malade, vous le savez, pendant 2 voire 3 ans, je crois, avant de décéder. Ça a été très compliqué, et même pendant sa maladie, pendant ces moments de souffrance ou de douleur, il a toujours gardé beaucoup de dignité. Son esprit et sa tête ont fonctionné, je crois, quasiment jusqu'au bout. Et cette dignité, elle est vraiment, s'il faut retenir d'un mot ce qu'il était, c'est ce mot qui me vient en priorité à l'esprit. Un homme digne. D'accord. Alors, justement, est-ce que dans le livre, sans trop dévoiler l'intrigue, comment se comporte Jean-Sébastien Mogam, vous l'avez dit, avec ses collaborateurs exigeants, mais avec son opposition? Est-ce qu'on le sait? Oui, alors il y a... On fait la connaissance dans le roman de son principal opposant. Donc j'en parle à plusieurs reprises. Il a une considération, alors c'est loin d'être celle que Alain Ziani pouvait avoir à mon égard, ou à l'égard d'autres élus d'opposition aujourd'hui ou hier. Il a une très faible considération. Il pense que c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est médiocre, qui est inutile. En réalité, Jean-Seb, le maire, a une opinion de lui-même assez élevée. On le disait, il est exigeant. Et finalement, je reviens à cela, c'est que chemin faisant et en fonction des événements qui vont se passer, il va changer un petit peu, ça va être progressif, mais tout ce qui est le Jean-Seb maire et la façon dont il se comporte avec son administration, les élus de majorité de l'opposition, va être totalement bousculé au gré des événements. Et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Comme souvent, c'est difficile à déterminer. Il n'y a pas un moment où on se dit je vais écrire sur tel sujet ou tel thème, sauf sur le précédent que vous connaissez, parce que là ça relatait quand même, c'était une fiction certes, mais autour d'un fait, fin 70, autour d'un fait divers qui a existé, donc le contexte est différent. Mais les 3 autres, le premier, le deuxième, comme celui-ci, une idée qui vient un jour comme ça à l'esprit de vouloir raconter une histoire sur un personnage, un homme, une femme ou plusieurs. Le premier élément, c'était de m'inscrire dans cet environnement du mandat municipal que je répète, je connais un petit peu. On y arrivera. On va y arriver, mais avec la transformation, parce que le côté psychologique m'intéresse aussi, même si je disais, le roman est écrit quand même sur un mode cocasse, on s'en aperçoit notamment dans les dialogues. Mais ce qui m'intéressait, c'est c'est pas l'introspection, mais en tout cas d'aller au plus profond de ce qu'est un personnage public, avec ce qu'il a de plus affirmé vers quelque chose qui va être totalement différent. Et justement, alors pour fin 70, vous avez fait des recherches. Est-ce que pour ce livre, vous avez dû faire des recherches particulières? Non, quasiment pas. Alors il arrive évidemment quand on écrit qu'on soit dans l'obligation ou l'exigence de confronter son idée ou ses idées, notamment quand il s'agit d'évoquer un environnement ou des choses précises, de vérifier que ce que l'on va écrire est conforme à la réalité, parce que un des points communs entre mes 4 romans, j'ai déjà dit pour le précédent, mais un des points communs, c'est que quoi que je dise, quoi que je raconte, dès lors qu'il y a un contexte qui est connu, que ce soit un contexte historique, sociétal ou autre, je m'oblige toujours à ce que ce contexte soit crédible.
Et donc, soit je savais, bon voilà, ou quand j'avais quelques doutes sur des éléments de contexte que j'évoquais, je les vérifiais. Mais il n'y a pas eu évidemment autant de recherches que pour fin 70. Et je crois que le 23 octobre, on me glisse à l'oreillette que vous avez une rencontre à la librairie Le Pavé dans la Marge. Est-ce que mes informations sont bonnes ? Elles sont bonnes, c'est exact. Julie Sigugno, qui est propriétaire de cette magnifique librairie Le Pavé dans la Marge, m'a fait le plaisir d'organiser une rencontre autour du roman, qui en effet a lieu le jeudi 23 octobre à 19h. Et l'entrée est libre et gratuite, donc tout le monde, chacune et chacun sera bienvenu à cette rencontre. Comme quoi, mes émissions sont bien préparées, hein ? Vous avez de bonnes informations. Alors, on va en venir à un point que je pense tous les auditeurs de ce podcast et sur Radio Mérignac attendent, puisque vous avez été élu à Mérignac. Et bizarrement, cette semaine, on découvre dans Sud-Ouest que Monsieur le maire décide d'armer sa police municipale. C'est une proposition qui m'a fait penser à quelque chose sur notre antenne. Jimmy Bourlieu, potentiel candidat à la mairie de Mérignac, avait fait cette proposition il y a quelques mois en parlant de la police municipale. Comme quoi, Monsieur le maire écoute l'antenne de Radio Mérignac. Alors justement, vous qui avez été élu, qui l'avez côtoyé, il était encore premier adjoint, est-ce pour vous une véritable conversion aux questions sécuritaires ou c'est parce qu'on est proche des municipales à 6 mois des municipales ? Écoutez, d'abord, et merci de m'avoir invité, on est prioritairement ici pour parler de mon roman. Oui. Donc, ça ne signifie évidemment pas que je me désintéresse de ce qui se passe à Mérignac et en particulier dans le domaine politique. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le sujet ? Bon, aujourd'hui, je ne suis plus élu. Au-delà de l'armement, il y a un sujet, là je peux en parler puisque c'était l'époque où j'étais élu entre 2014 et 2020. Le sujet de la sécurité, c'est un sujet évidemment important, mais qui n'est pas devenu important en 2 jours. Pour preuve, c'est que dans le mandat précédent, pour lequel j'ai été conseiller municipal, je le répète, lorsque Alain Anziani a proposé pour la première fois d'installer des caméras de vidéoprotection, c'était 6 à l'époque, seulement 6, je crois que c'était 4 dans le centre-ville et 2 à Beutre, et j'étais intervenu en disant, en substance, Monsieur le maire, bonne initiative, mais bonne initiative insuffisante pour 2 raisons. D'abord parce que, franchement, 6 caméras ou rien, c'est pas loin d'être la même chose. Et puis surtout, et c'était étayé par des éléments qui étaient constatés dans d'autres communes, surtout, pour qu'une réelle efficacité, il faut que ce soit accompagné d'un centre de supervision urbaine. Ce qui a été fait. Oui, mais ce qui a été fait dans le mandat suivant, le mandat en cours. Et donc, il y a une forme de... Alors je ne sais pas si c'était un déni ou de la prudence, mais en tout cas, la sécurité de plus en plus un thème et un problème important à Mérignac, comme dans beaucoup de communes évidemment, et dans toute la France, dont il est bien que les élus se saisissent. Après, bon, c'est pas le moment de dire est-ce que c'est trop peu, est-ce que c'est le bon moment. Bon, je n'ai pas envie de polémiquer, c'est pas le sujet, mais on ne peut pas avoir quand même un doute. On ne peut pas ne pas s'interroger à minima sur le moment où cette annonce a été faite. Oui, oui, c'est ce que je disais, on peut avoir un doute. Alors justement, encore une petite question sur la sécurité à Mérignac. Dans son interview sur Sud Radio, chez nos confrères de Sud Radio, il déclare que l'insécurité n'est qu'un sentiment. Moi, quand j'ai écouté ça, j'avais envie de lui dire, Monsieur le maire, est-ce que vous habitez à Mérignac ? Mais il déclare que ce n'est qu'un sentiment, qu'il n'y a pas tant d'insécurité dans la ville que ça, mais on voit dans plus en plus de quartiers, de gens qui se plaignent. Je ne sais pas si vous qui redevenez au fait de l'actualité mérignacaise, vous avez eu ces échos-là. Non, je crois que
le temps qu'on a beaucoup entendu dans les années 80, 90, voire 2000, où beaucoup parlaient que de sentiments d'insécurité plus que de sécurité quand le sujet était mis sur la table, ce temps il est révolu depuis longtemps. Donc on ne peut pas, si on est de bonne foi, considérer qu'à Mérignac, et je le répète comme partout ailleurs, évidemment, que l'insécurité n'est qu'un problème de sentiment. L'insécurité est réelle. Évidemment qu'à Mérignac, on n'a pas des niveaux qui peuvent être ceux d'autres communes, mais vous savez, l'insécurité, c'est les crimes et les délits. Et ce sont les incivilités. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il ne s'agit pas aujourd'hui d'entrer dans une bataille de chiffres, plus, moins. Et les chiffres, je sais de toute façon qu'ils sont en progression un peu partout, mais ce qui est important et ce qu'attendent les citoyens, c'est qu'on puisse, et qu'une ville en particulier, puisse agir autant que faire se peut. C'est pas facile, hein. Je sais que le problème n'est pas facile à régler, mais puisse agir autant que faire se peut pour au moins corriger des faits qui empoisonnent au quotidien leur vie. C'est pas forcément des crimes, il y en a malheureusement, mais les crimes, c'est pas le maire qui peut résoudre. Mais en revanche, l'insécurité du quotidien, les incivilités, etc. Là, en effet, la municipalité a un rôle à jouer. Voilà ce que je peux dire à cet instant. Et on reviendra à Mérignac après, mais dans votre livre, est-ce que Jean-Sébastien Mogam est confronté dans sa ville à des problèmes d'insécurité ? Il y a un passage dans le roman, dans la première partie, où il y a effectivement, il se passe un acte alors non pas d'insécurité, mais un acte délictueux, qui touche là pour le coup le maire parce qu'il s'agit d'un acte sur un équipement communal. Et d'ailleurs... ça me rappelle quelque chose à Mérignac. Oui, voilà. Alors, je pense que cette idée, alors c'est tout à fait anecdotique naturellement, mais je pense que cette idée a dû me venir parce que j'ai vécu comme d'autres ce qui s'est passé il y a quelques années à Mérignac. Le gymnase qui a brûlé. Absolument. Et qui est en cours de reconstruction. Alors, pour en revenir un peu à Mérignac, puisqu'on peut faire un parallèle aussi un peu avec votre livre, il y a d'autres questions aussi. Il y a eu le festival Hypermonde. Alors, sur mon antenne, j'ai reçu Monsieur le maire, j'ai reçu Thierry Millet, mais j'ai reçu aussi Jimmy Bourlieu. Jimmy Bourlieu, on parlait des associations et il estimait qu'aujourd'hui, les associations, il fallait sanctuariser le budget des associations pour qu'elles puissent se pérenniser et ne pas forcément rester à euro constant. Aujourd'hui, c'est 6 millions le budget des associations. Il disait 6 millions cette année, ce n'est pas 6 millions de l'année prochaine. Pour que nos associations ne subissent pas de pertes. En sachant que nos associations, malheureusement, à cause des baisses de l'État, souffrent, justement, est-ce que vous, si demain vous présentiez, vous êtes sur cette même position? Il faut évidemment insister sur le rôle très important des associations, quel que soit le domaine dans lequel elles exercent, sportif, culturel, social et autres, environnemental. Évidemment que le budget alloué aux associations ne doit pas diminuer. Alors, il faut avoir une analyse peut-être un peu plus, si j'ose dire, fine, parce que les associations, comme tout corps physique ou toute entité, évoluent. Il peut y avoir aujourd'hui tant d'associations et qui ont besoin de tant d'aide, de subventions. Et puis dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut évoluer. Je vais prendre un exemple tout simple. Le sport. Une association qui va être, que ce soit le SAM ou d'autres, qui en son sein va avoir une ou plusieurs équipes ou sportifs qui va réussir et qui va tellement réussir que le niveau va monter et donc qui va exiger forcément plus de ressources, ce qui est normal. Eh bien, le rôle de la ville, dans la mesure de ses moyens naturellement, c'est d'accompagner cette progression. Donc, ça suppose qu'elle donne plus. Et puis, dans le même temps, il peut y avoir une autre association dans un autre domaine qui va cesser son activité ou où elle va être réduite, que sais-je encore. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, l'analyse, elle est... En fait, en effet, le budget, bien entendu, qui ne doit pas baisser, c'est une évidence. Mais, je veux dire, il y a autant
de sujets de réflexion que d'associations en fonction, comme je viens de le dire, de leur vie. Parce que leur vie, la vie de l'association évidemment évolue en fonction du nombre d'adhérents, des réussites si on est dans tel ou tel domaine. Et donc la mission d'un maire et d'une municipalité, je le répète, c'est d'accompagner au mieux les associations. Et j'ajoute une chose, ça n'est pas qu'affaire de subvention. Ah, justement, j'allais vous dire, Monsieur Bourlieu disait ce n'est pas que du financement. Ah, je ne savais pas, mais... Et ça, c'est aussi l'accompagnement dans les salles ou dans la communication. Oui, alors l'exemple des salles est un très bon exemple. Moi j'ai été avant d'arriver à Mérignac il y a 18 ans, j'ai été maire adjoint d'une commune dans les Hauts-de-France, une commune de 60 000 habitants, et j'étais maire adjoint chargé des sports. Il s'avère que le problème, je connais bien, et je connais bien entendu, on vient d'évoquer le sujet des subventions, mais aussi, vous avez raison, le problème des créneaux dans les gymnases, dans les piscines, dans tous les équipements où les associations sportives exercent. Et alors c'est un sujet compliqué, hein, là aussi il ne faut pas avoir des solutions trop simplistes, mais c'est compliqué pourquoi ? Parce que dans un même lieu, vous pouvez avoir telle association, telle ou telle, peut-être plusieurs, les scolaires, parfois nous l'avons mis en place, du temps libre aussi pour des jeunes de quartier, etc. Donc oui, ce problème, il doit être pris en considération de façon aussi importante et sérieuse que celui des subventions. Et je ne connais pas avec précision, j'ai aucune prétention, je ne connais pas avec précision les occupations des différents équipements sportifs de la ville. En tout cas, ce qui est une évidence, c'est que ça doit être pris avec beaucoup de méthodes et pour toujours avoir en tête la satisfaction, évidemment, des besoins de chacune des associations. Alors, il y a aussi la maison des associations, mais qui fait des salles partagées avec plusieurs associations. Ne pensez-vous pas que c'est justement un problème et qu'il vaut mieux avoir des salles dédiées pour chaque association dans la limite du budget d'une commune que des salles, puisqu'il y a des responsables associatifs qui disent « Oui, mais moi, si à la fin de la journée, par exemple, j'ai beaucoup de matériel et je suis obligé de remballer, ça ne m'intéresse pas. » Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La maison des associations a des vertus, incontestablement. Et puis, des associations, je le répète, en fonction de leur objet, certaines peuvent très bien se satisfaire d'un espace, d'une salle, parce que, évidemment, à la différence d'un club sportif ou d'une association qui reçoit du public, comme certaines à vocation sociale, par exemple, on peut se réunir dans une salle de 20 ou 30 mètres carrés, sur des créneaux bien déterminés. Et le partage des lieux, je veux dire, il est pas problématique. C'est-à-dire qu'il est obligatoire. J'ai dit à plusieurs reprises combien complexe était cette gestion et l'adaptation des ressources de la commune en termes d'équipement avec les besoins des différentes associations. Donc il n'y a jamais de solution miracle. Et de toute façon, vous créez un nouvel équipement, ça satisfait des besoins existants ou en attente, mais de facto, vous allez créer de nouveaux besoins. Alors, un dernier sujet mérignacais, on en reviendra à votre livre aussi, parce qu'on est là pour ça aussi. Donc, il y a eu le festival Hypermonde, la 5e édition, qui est un succès populaire puisqu'elle a fait à peu près 14 000 entrées cette année. Alors justement, quand vous voyez ce succès populaire, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut d'autres festivals pour dynamiser notre ville ? La culture, je suis là évidemment pour en parler, est un domaine, je crois que vous le savez, qui me tient énormément à cœur. Et pas uniquement ce qui fait l'objet de notre rencontre, qui est mon dernier roman, pas uniquement la littérature, mais toutes les formes de culture, les arts vivants, la musique, le cinéma, le théâtre, etc. En 2014, j'en parlais tout à l'heure, de la période où j'ai été conseiller municipal d'opposition, lorsque nous avions conçu notre programme pour les élections, la culture faisait évidemment partie d'un certain nombre, il y avait un certain nombre de propositions qui avaient été émises. Une grande partie de ces propositions n'ont pas été mises en place. Je ne désespère pas que dans un avenir plus ou moins proche, il y a un certain nombre d'idées
que j'ai ou que nous avons avec certains de gens qui me sont proches, certaines personnes qui me sont proches, de les mettre en place. Il y a des choses qui existent et qui sont très bien. On parlait d'équipement. Je ne cesse de rappeler et de me féliciter de ce qui existe à Mérignac, entre le Krakatoa qui est en pleine rénovation, le cinéma, évidemment, nous sommes à côté Mérignac Ciné, le pavé dans la marge, la médiathèque, tous ces équipements, le pain galant bien sûr, tous ces équipements sont extrêmement utiles et importants et je me félicite vraiment qu'ils existent. Mais je pense qu'il y a mieux et plus à faire. Alors, pas forcément de construire. J'ai une idée dont je ne parlerai pas maintenant, mais oui, attention parce que Monsieur le Maire nous écoute apparemment. Non, c'est pas du tout ça, mais bon, une fois encore, je suis pas là non plus pour dévoiler le programme, dévoiler quoi que ce soit, mais on est là pour parler de mon roman. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet échange sur ce qui se passe à Mérignac dans un certain nombre de domaines. Votre roman parlait des municipales. Oui, bien sûr. Donc je trouvais intéressant de faire le parallèle. Mais ce domaine de la culture, oui, il y a forcément des choses à améliorer et qui ne sont pas que de l'ordre des infrastructures. C'est en termes d'événements, et, puisque vous évoquiez, en posant votre question, le festival Hypermonde. Oui, il y a d'autres domaines, d'autres sujets sur lesquels, je pense, il serait nécessaire de créer, de provoquer, et ce n'est pas que la commune, enfin pas que la ville, pardon, c'est toujours en lien avec des associations, avec des personnes qui sont impliquées, qui ont des idées qui sont parfois formidables, qu'il faut évidemment mettre en place, et c'est là où la difficulté commence, mais ce domaine-là, en effet, mérite, parce que la culture, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais la culture est tellement importante pour nos vies individuelles et nos vies sociales, qu'elle ne peut pas être négligée dans la gestion de la commune. Ça me fera penser à encore une petite question culturelle sur Mérignac. J'ai interviewé encore M. Bourlieu sur le bibliobus, parce qu'il y a quelques années, Alain Anziani a décidé de supprimer le bibliobus, mais on voit même s'il y a des médiathèques annexes, il y en a 3, et puis il y a la très belle médiathèque Michel Sainte-Marie, mais il y a quand même des difficultés pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. M. Bourlieu nous disait qu'il n'était pas opposé et que ça pouvait être une idée, le retour du bibliobus. Vous, est-ce que le retour du bibliobus, pour permettre les gens d'aller à la culture, c'est quelque chose que vous trouvez bon ? En réalité, l'exemple que vous citez du bibliobus, il appelle une réflexion encore plus large. Vous connaissez Mérignac, 48 hectares, 10 quartiers, une ville qui a un urbanisme très éclaté, et nous savons tous que tous les quartiers ne sont pas logés à la même enseigne. Alors, il y a évidemment des raisons géographiques, historiques qu'il ne faut absolument pas contester, mais en termes de services, bibliobus c'est une chose, mais il y a, notamment pour les quartiers les plus excentrés de Mérignac, Bois-Désert, Beutre et d'autres, des choses à améliorer en termes de mobilité, en termes de culture, en termes de sport, en termes d'accompagnement social envers les personnes âgées, etc. Il y a, le problème est beaucoup plus large. Donc oui, le bibliobus en fait partie. Je n'ai pas suffisamment, en toute honnêteté, de connaissances sur ce sujet précis pour considérer, à l'heure où on parle, est-ce qu'il faut le remettre en place ou pas ? Peut-être que oui. Sur le plan théorique, oui, parce que, pour étayer ce que je viens de vous dire, toute initiative qui va améliorer ce sentiment que peuvent avoir certains habitants de certains quartiers d'isolement, notamment, vous avez raison, les personnes âgées, toute mobilité réduite. Bien sûr, tout ce qui peut concourir à faciliter la vie de ces personnes-là, il faut le faire. Voilà. Mais sur le bibliobus en particulier, pourquoi Alain Anziani avait décidé de le supprimer, honnêtement, je n'ai pas tous les éléments pour juger si c'était une mauvaise idée ou pas, mais ça nécessitera une réflexion, là aussi. Et si les personnes ne peuvent aller à la culture, il faut que la culture vienne à elles. Bien sûr. C'est pas de moi. Et donc, on va revenir sur votre livre, puisque vous avez encore changé d'éditeur.
C'est le même éditeur que le. En fait, j'ai eu deux éditeurs. J'ai un éditeur pour les deux premiers, le Rouge de Mars et La République. Et l'éditeur de Colmater la fuite, mon dernier roman, est le même que fin 70. D'accord. Oui. J'ai pas travaillé là. Ce n'est pas grave. Et justement, combien de temps vous a pris ce livre à écrire? Étant toujours en activité professionnelle, je ne passe pas mes journées à écrire, j'en ai pas la possibilité. Donc l'écriture, c'est le week-end, le soir, en tout cas des moments où je ne travaille pas, le soir souvent. Je l'ai commencé de façon sérieuse. Alors, j'avais pensé un petit peu avant, mais en fait, quand j'en suis à mon 4e roman, à chaque fin de roman, ça venait naturellement, sans que je souhaite que ça se passe comme ça. J'avais déjà l'idée du roman suivant en tête. Alors avoir une idée, c'est bien gentil, mais ça va pas très loin. Mais en tout cas, pour celui-ci, ça a cheminé. J'ai pas commencé à écrire tout de suite quand j'ai eu terminé fin 70, mais j'ai pensé et je l'ai commencé à l'écrire de façon, sérieuse en juillet 2023 quand j'étais en vacances. Donc là, j'ai écrit beaucoup. Et je l'ai terminé un peu moins de 18 mois après, en octobre, je crois, octobre ou novembre 2024. Voilà. Mais une fois encore, sans pouvoir écrire tous les jours. Et la présidentielle approchant, y aura-t-il la République 2? Non, il n'y aura pas de... Non, et pour évoquer l'éventuel, et je reste prudent aujourd'hui, l'éventuel 5e roman, qui n'est pas commencé, j'ai une idée qui n'a strictement rien à voir avec, pour le coup, évidemment pas les présidentielles, mais même le contexte politique. Ce serait, si ce roman va à son terme, ce serait une histoire qui n'est pas actuelle, enfin qui ne s'inscrit pas dans un contexte actuel. J'aime bien, vous le savez, parce que deux de mes romans, fin 70 et le premier Rouge de Mars, s'inscrivent ou totalement pour fin 70 ou partiellement pour Rouge de Mars dans des périodes anciennes, enfin disons au XXe siècle, et celui-ci ce serait la même chose, le prochain. Alors, dans cette émission, il y aura la question un peu polémique. Donc, votre nouveau roman sort maintenant à 6 mois des municipales. Est-ce que ça laisse présager une candidature Rémi Coquuel aux prochaines municipales? Écoutez, ce que je vous propose, Eric, puisque là le sujet principal c'était mon roman, c'est que vous m'invitiez une prochaine fois pour que je vous réponde. Ah, vous esquivez la question. Eh bien, merci Rémi Coquuel. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté la première de l'Instant Eric, codiffusé sur Radio Mérignac. L'Instant Eric, modestement appelé comme cela. À très vite.